conférence, si je puis dire, différemment, parce qu'elle nous avait beaucoup intéressé, nous avait demandé du travail de faire ce topo sur justice et la violence, et de le faire différemment de la première fois à Paris. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème de la justice et de la violence? D'abord parce qu'on a fait partie d'un think tank sur la violence qui était présidé par un philosophe, Yves Michaud, qui a beaucoup écrit sur la violence, think tank dans laquelle se trouvait Boris Cyrulnik et d'autres théologiens, d'autres spécialistes politologues. Et on a choisi ce thème aussi parce que la violence en France et le sentiment d'insécurité, l'insécurité ont envahi depuis peu le champ sociétal, le champ médiatique. Il suffit de regarder les journaux télévisés et le quart d'heure ou les 20 minutes consacrés aux faits divers de violence. Ils ont envahi aussi le champ philosophique. Il y a beaucoup d'écrits sur la violence actuellement, le champ sociologique également, le champ médical bien sûr, avec les centres d'examen de victimes, et puis aussi le champ judiciaire, le champ de la justice, et c'est pourquoi nous sommes là. Alors, le juge, ou plus exactement, si vous voulez, le magistrat judiciaire, qu'il soit juge, qu'il soit procureur, on le dira tout à l'heure, est confronté quotidiennement à cette violence. Nous sommes retirés des affaires, si je puis dire, depuis un an pour moi, depuis un mois seulement pour Olivier, et c'est bouillant d'avoir ce recul-là que nous avons. Nous avons été aussi, il faut vous le dire, pas seulement des procureurs ou des procureurs généraux, ce que nous avons exercé évidemment, mais nous avons été aussi des juges d'instruction autrefois. Et pour moi, j'étais aussi conseiller dans une cour d'appel à Rennes, dans ma Bretagne natale, et président de la cour d'assises des Côtes-d'Armor. Donc, mais essentiellement, on a surtout travaillé, nous, comme procureurs ou comme procureurs généraux. Donc, nous sommes confrontés vraiment toute notre vie professionnelle à la violence. Et à l'heure où on vous parle aujourd'hui, avec le décalage horaire, sachez que dans chaque parquet de France, dans chaque parquet d'un procureur de la République, il y a un magistrat qui est de permanence 24 heures sur 24. C'est une réalité, c'est une permanence comme une permanence médicale. Et sachez que dès qu'il y a un crime important, dès qu'il y a quelque chose, on se déplace sur les lieux. On va diriger la police judiciaire sur les lieux d'un crime. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc nous ne sommes pas ici devant vous comme des philosophes, ou comme des sociologues, ni comme des médecins, mais tout simplement comme des praticiens de la délinquance, et j'allais presque dire des urgentistes de la violence que nous avons été dans notre métier au quotidien. Et comme magistrat confronté à cette violence et obligé d'y apporter des réponses, les réponses de la loi d'abord, parce que c'est nécessaire, mais aussi obligé parfois d'expérimenter des réponses, parce que devant le flux d'action, le flux très tendu de la justice, l'absence de ses moyens, on a été obligé souvent d'inventer, d'expérimenter un certain nombre de réponses pour faire face. Et sachez que cette confrontation quotidienne à la violence, elle est très diverse, tant la violence est très diverse, à la fois sur ses formes d'expression et sur ses lieux d'expression. Sur ces formes d'expression, ce sont des violences privées, les violences familiales, les violences conjugales, les violences sexuelles, ou des violences publiques, ça peut être les violences urbaines, ça peut être des violences politiques, idéologiques, le terrorisme, les violences routières, ça peut être des violences volontaires ou des violences involontaires. Et quant aux lieux de violence, qui sont aussi très, très divers, très variés, il y a le milieu familial, le milieu conjugal, le milieu urbain, le milieu rural, le milieu carcéral aussi, le milieu économique. Tout ça, ce sont des terrains de violence, et les procureurs, les juges, la justice connaissent cette confrontation quasi quotidienne à la violence, et qui oblige à faire face à tout ce qui en découle, c'est-à-dire se déplacer sur les lieux. Lorsqu'il y a un crime, systématiquement, un magistrat du parquet se déplace sur les lieux de crime ou de mort suspecte, assiste aux autopsies. C'est pas toujours facile au début, mais vous savez, on a l'expérience, malheureusement, on a vécu des centaines d'autopsies. On est aussi confronté à la souffrance des victimes, de leurs familles, c'est parfois dur. Parfois aussi à la souffrance des auteurs, parce que aussi certains auteurs souffrent aussi, comme des victimes, même si ce n'est pas forcément sur le même plan. On reçoit les familles des victimes, on reçoit les familles des auteurs, et je voudrais vous donner 5 ou 6 exemples que j'ai en tête et que j'avais gardés en tête, d'exemples de confrontation avec la violence tout au long de notre carrière. Olivier Rotter en aura sans doute d'autres. Je pense à cette jeune femme à Bordeaux qui tue son père, ce jeune garçon dans la banlieue bordelaise, qui tue son père à coups de batte de baseball. Je me déplace sur les lieux, c'était un dimanche, parce que ma collègue magistrate du parquet
était enceinte, donc j'y vais, je vois le cadavre, je vois la batte de baseball, et je vais voir ce jeune garçon, jeune 14-15 ans, qui était en train de travailler à sa table de travail. Et je parle avec lui très calme, d'ailleurs, après son geste, en me disant qu'il avait entendu des voix, etc., qui lui indiquaient qu'il fallait tuer son père. Il lui disait pourquoi avec cette batte de baseball, et il m'avait dit, et j'avais regardé à la télévision peu de temps avant, des scènes de violence avec des battes de baseball, et je me suis dit, il fallait que je prenne cette batte de baseball pour tuer mon père. Bon, alors, c'est un peu caricatural ce cas. Peu après, ce jeune garçon s'était révélé être un schizophrène profond et a été interné et même incarcéré d'une certaine manière dans le centre médical pour malades dangereux de Cadillac, près de Bordeaux. Autre affaire, je pense à une affaire, c'était le même jour d'ailleurs, un mari qui se disait ou qui se croyait trompé par sa femme, qui va tuer sa femme à coups de fusil de chasse. On se déplace sur les lieux très très vite, les enfants sont là en pleurs, la femme est là, le mari est parti, et plus tard on le retrouvera suicidé dans la forêt avoisinante. Et là on a tous les enfants qui pleurent, qui crient, il y a la police, il y a tout ça. On est confronté à cette violence-là. Autre affaire, qui est une mort suspecte, pas un crime, cette jeune infirmière, je me souviens, j'étais en train de dîner à Bordeaux, on m'appelle, une mort suspecte, une jeune infirmière retrouvée dans sa baignoire rouge de sang. Je me déplace parce que la porte était fermée de l'intérieur. On y va, elle s'était tailladée les veines, etc. Et ça s'est avéré être un suicide et pas un crime. Cette autre affaire que nous avons vécue tous les deux, une petite fille que l'on avait retrouvée morte dans un sac poubelle, placée dans dans la chambre froide d'une boucherie, déplacement sur les lieux dans une cité de Bordeaux, nous étions tous les deux, évidemment une violence terrible des jeunes de la cité contre l'institution policière et judiciaire sur place, et combien de nuits passées dans mon bureau avec le colonel de gendarmerie pour suivre la piste du tueur, entre guillemets, que dans cette affaire, malheureusement, nous n'avons jamais retrouvé. Autre affaire dont je me souviens, c'est les coups de poing échangés rue de la Soif à Saint-Malo. C'était quelque chose au directeur de l'Institut français de Vientiane, qui connaît bien cette région. Et moi, j'étais juge d'instruction à Saint-Malo, et ces coups et blessures volontaires dans cette rue de la Soif qui entraînent la mort, parfois sans intention de la donner, et ça devient des coups mortels, des coups et blessures et entraîner la mort sans intention de la donner. Souffrance de la famille, souffrance des victimes, souffrance aussi de l'auteur et de leur famille respective. Et dans ces coups et blessures involontaires, ces coups mortels, me vient à l'esprit aussi une autre affaire de Saint-Malo qui concernait un jeune antiquaire qui marchait bien à Saint-Malo, qui avait moins de 40 ans. Il, à l'issue d'une réunion de famille, il était agacé par son beau-père qui était aviné, qui venait lui chercher un peu, pas querelle, mais discuter, querelle. Il le repousse légèrement, le beau-père, en chaussons, glisse, tombe sur un pont de granit, comme c'est le cas en Bretagne, se fracasse le crâne et meurt. Donc, incarcération du jeune antiquaire, il a fallu l'incarcérer au tout début, et je me rappelle ce jeune antiquaire qui, en 15 jours, est devenu tout blanc. Il avait des cheveux noirs, il avait 30-35 ans, il est devenu tout blanc. On a réussi à le faire sortir, mais dans un premier temps, j'avais rendu une ordonnance de non-lieu. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes l'avait maintenu en détention, et là, vraiment, il ne méritait pas, ce garçon-là, d'être en détention, et médicalement, on a réussi à le faire sortir avant qu'il ne soit définitivement jugé, sans retourner en prison. Ça, c'est une affaire aussi qui était intéressante. D'autres affaires aussi, mais il y en a énormément, si vous voulez. Une qui était particulière, qui fait rire au pari, d'ailleurs. À Rose-sur-Couesnon, près de Saint-Malo, il y avait un jeune garçon qui lui aussi s'est avéré un grave malade mental, mais il n'y a pas de lien entre la maladie mentale et la violence. Au contraire, les malades mentaux commettent moins de violence que des gens normaux. Mais ce garçon-là, qui avait été abusé sexuellement dans sa jeunesse, etc., vient voler une vieille dame qui habitait dans une ancienne ferme, encore avec le sol de terre battue, et veut voler quelques petites choses, et il la viole. Plainte, etc., enquête de la gendarmerie. Je me suis déplacé avec ma greffière pour auditionner la victime, qui avait 80-82 ans, et pour savoir si elle avait été réellement violée aussi. On est obligé de savoir si l'élément constitutif de l'infraction est constitué. Et cette dame très gentille, là, c'était Ali les mots, me
dit « Ah, monsieur le juge, il m'a ricoté tant qu'il a pu ». Il fallait quand même que je dise « Ricoter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas violer, ricoter ». Bon, j'ai essayé de déterminer mon... Il fallait presque un interprète. Hein. Bon, donc là, on n'a pas réussi. Et avec le psychiatre, à l'époque, on discutait plus facilement peut-être avec certains psychiatres. Et le psychiatre que j'utilisais de Montorson, avec un autre psychiatre de Caen, m'appelle, me dit « Bon, c'est limite, c'est à quelle limite, etc. » Bon, finalement, on a penché pour l'état de démence au moment des faits. Et ce garçon, donc, a été libéré, placé à l'hôpital psychiatrique de Rennes, mais finalement relâché très vite. 2 mois après, et 6 mois après, ce garçon-là tue son grand-père à coups de sabot. Nouvelle expertise psychiatrique, et là, les 2 experts différents qui l'examinent disent qu'il est responsable de ses actes, il a été jugé, etc. Responsable ou pas responsable, j'ai retrouvé plus tard d'ailleurs en étant procureur de Bordeaux l'unité médicale de Cadillac qui a enfermé les malades mentaux dangereux qui ont tué. Alors voilà des choses, rien n'est simple, rien n'est blanc, rien n'est noir complètement. Autre fait, mais le dernier, si vous voulez, je ne vais pas vous en raconter tant, parce qu'on a tel temps. Une jeune mère de famille en pleine nuit à Bordeaux, retrouvée morte d'une overdose, déplacement sur les lieux, dans des locaux un peu insalubres. Il y avait aussi son concubin qui était aussi complètement sous l'empire de l'héroïne. Et il y avait une petite fille de 2 ans qui était là. Je me rappelle toujours du gardien de la paix qui était avec sa casquette et qui prenait la petite fille dans les bras. Je lui ai dit d'enlever votre casquette parce qu'il va être effrayé quand il va se réveiller un petit peu. Donc voilà le quotidien des faits que nous vivons dans des parquets. Bien sûr, dans des grands parquets, on a des affaires économiques financières, on a des affaires de vol, etc., de braquage et autres. Et on a aussi, pour une très grande part, des affaires de violence auxquelles nous sommes confrontés et qui sont souvent très difficiles. C'est la violence des coups, c'est la violence des mots, c'est une violence physique, c'est aussi une violence psychologique, des violences volontaires, des violences involontaires, des violences crapuleuses, des violences non crapuleuses. C'est des violences qui sont vraiment au cœur de notre métier, et tant dans le domaine civil, que ce soit le juge des affaires familiales, qui a affaire parfois à des affaires très difficiles, ou que ce soit évidemment le juge d'instruction, le juge d'application des peines, ou le procureur de la République et les substituts du procureur de la République, mais aussi les présidents d'assises, les présidents de correction. Donc cette violence, nous y sommes confrontés. Mais qu'est-ce que la violence juridiquement, au sens judiciaire du terme, au sens juridique du terme? Où est-elle définie? Où est-elle précisée? Où est-elle circonstanciée? Dans le code pénal français, aujourd'hui, on parle beaucoup de la violence. Elle est un élément de circonstance aggravante, elle est un élément constituant d'autres infractions, mais il n'y a pas de définition dans le code pénal en France. Ça m'avait beaucoup surpris en travaillant la question. Il n'y a pas de définition de la violence. Elle est très présente dans le code pénal, elle sous-tend beaucoup d'infractions du code pénal, mais il n'y a pas de définition de la violence. Alors que dans le code civil, elle est définie à la notion du dol, de l'escroquerie, d'une certaine manière. Donc, cette violence-là, au-delà de sa perception, quelle est sa réalité? Les statistiques policières de gendarmerie sont-elles fiables, y compris celles de la chancellerie, y compris celles de l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale? Quel est le rôle des intervenants de l'autorité judiciaire face à la violence, pour le traitement et la prévention de la violence? Car d'expérience, nous savons que la répression et la prévention vont de pair, qu'on ne peut pas faire une politique pénale seulement centrée sur la répression, qu'il faut aussi la centrer sur la prévention. Et je crois que c'est important, c'est complémentaire tout à fait. Et dans ce domaine de réponse à la violence, on ne peut pas se contenter de réponses simplistes, ce qui est souvent le cas, et il y a souvent des hommes politiques qui nous reprochent à la fois notre laxisme, parfois notre fermeté, bien que nous ne fassions qu'appliquer la loi. Je pense par exemple à une loi, la loi pénitentiaire de 2009, qui est très symptomatique à cet égard. Elle était justifiée d'ailleurs, et pour éviter un engorgement trop important des prisons. Et nous ne pouvions pas incarcérer des gens qui étaient condamnés à une peine égale ou inférieure à 2 ans d'emprisonnement. Si le juge prononçait une peine de 2 ans, nous devions tout faire pour que l'individu n'aille pas en prison. Alors, il y a un projet maintenant, on abaissera à 1 an, mais c'est le principe. On ne peut pas nous reprocher un laxisme dans la mesure où on nous demande de ne pas incarcérer
lourde. Et puis la France est obligée aussi de réagir à la surpopulation carcérale, et elle a été condamnée, nous avons été condamnés, si je puis dire, la France, le 25 avril 2013, dans un arrêt qui s'appelle Canadi contre France. Pour la première fois, la France a été condamnée pour un traitement dégradant à raison des conditions de détention dans une maison d'arrêt. Ça se passait à Nancy, où les conditions de promiscuité, de réduction, d'hygiène, etc., rendaient la détention, au regard de la Cour européenne des droits de l'homme, comme constituant un traitement dégradant au regard de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc la France est obligée de tenir compte de cela, éviter une surpopulation carcérale qui pourrait faire exploser les prisons, et on sait combien c'est dangereux, on a vécu des explosions de prisons, et puis répondre aussi à la Cour européenne des droits de l'homme qui nous a accusés là-dessus. Donc fermeté, laxisme, ce sont toujours des choses qu'on nous reproche. Et récemment, quand on a des jurés, quand on a été président de cour d'assises, parce que moi j'ai fait un peu, quand vous parlez après avec vos jurés, ils sont très étonnés de la manière dont on rend la justice, ils en sont très heureux, je puis dire. Ils se rendent compte que ça n'est pas blanc, que ça n'est pas noir, et qu'une fois qu'on a passé une journée, 2 jours, à discuter d'une affaire, à discuter du pourquoi, du comment, du passage à l'acte, on ne juge pas de la même manière en disant il y a qu'à Faucon, ce n'est pas évident. Et récemment aussi, l'expérience vient de s'arrêter, mais elle a été riche d'enseignements pour beaucoup d'entre nous. Récemment aussi, l'expérience des citoyens assesseurs dans les tribunaux correctionnels, qui était très lourde, trop lourde, à la fois à mettre en œuvre et trop coûteuse financièrement. Et quand on discutait avec ces jurés assesseurs correctionnels, tous nous ont dit combien ils avaient découvert le système judiciaire et combien ils avaient vu que c'était pas très simple de juger quelque chose. Juger, c'est un métier, c'est une profession. Alors, outre les aspects juridiques, techniques, qui sont nombreux, il faut les connaître, mais il y a aussi une habitude du jugement. Ça, c'est pas facile à supporter. Et même parfois rester des heures aussi à l'audience assis. Beaucoup de nos assesseurs ou de nos jurés ont du mal à rester assis toute une journée sans rien faire, et parfois ils doivent toujours demander au président, par exemple, de l'audience, et notamment de l'audience assise, l'autorisation de suspendre l'audience éventuelle. Et parfois j'en ai vu qui ont été obligés de rattraper par la manche parce qu'ils partaient comme ça à satisfaire un besoin naturel. Et je me souviens d'un jury de cour d'assises pas très loin de moi, parce qu'il y a le président, 2 assesseurs professionnels, et c'est une affaire d'inceste, et j'entends le juré juste à côté de moi, en Bretagne, qui me disait « Ah, je ne savions pas que c'était interdit ». Et je me suis dit, voilà, lui aussi, il y a participé, donc c'est bien embêtant, heureusement que la salle n'a pas entendu, parce que les problèmes d'impartialité pouvaient jouer. Et c'est pour vous dire que rien n'est simple, dans cette matière-là, c'est pas manichéen, c'est trop simpliste. Et on ne peut pas dire que les juges sont laxistes, les juges sont répressifs, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, les prisons ne seraient pas aussi pleines aujourd'hui en France, avec près de 67 000 détenus pour 56 000 places, s'il y avait un laxisme des juges, c'est tout à fait faux. Voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous dire en introduction sur la violence, qui encore une fois n'est pas définie dans le code pénal, mais sachez qu'on y est confronté quotidiennement, de manière importante. Mais la justice et la violence, quels sont ces intervenants? Quelle est la politique pénale que l'on a face à la violence? C'est ce qu'Olivier va faire avant de me redonner la parole tout à l'heure. Olivier. Si ça marche, je vous dis ça marche. Vous m'entendez? Oui. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas vous raconter ma vie professionnelle. Sachez simplement qu'effectivement, j'ai occupé des fonctions de juge d'instruction, des fonctions de magistrat du ministère public. Je reviendrai dans une seconde sur ce terme de magistrat du ministère public, mais également des fonctions à l'École nationale de la magistrature. Lorsque nous aurons parlé tout à l'heure dans le débat de notre mission actuelle, ce n'est pas sans importance que j'ai été à l'École nationale de la magistrature. Alors Patrice vient de vous, avec quelques exemples frappants, de vous parler de la notion de violence, la notion factuelle, mais aussi la notion juridique. La notion juridique, je dirais un mot de plus pour certes confirmer tout à fait ce qu'il vient de dire. La violence n'est pas définie dans le code pénal, elle est définie par ses conséquences en réalité. Et ces conséquences entraînent le niveau de juridiction qu'on
et la violence qui entraînera évidemment la mort ou une infirmité permanente dépendra de la cour d'assises. C'était une petite précision juridique. Alors Patrice vous a parlé de cette notion de violence. Je vais m'arrêter un instant sur la justice. Je vais vous parler de la justice. Et vous parler de la justice, c'est en réalité parler des juges. Les juges sont de deux types. Vous le savez sans doute, les magistrats du siège, les juges qui jugent, les juges qui ont un pouvoir juridictionnel, le juge de la juridiction de jugement, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel, cour d'assises, le juge d'instruction, dont la mission est d'instruire, le juge des enfants, dont la mission est de traiter la délinquance des mineurs, le juge de l'application des peines, dont le rôle est aujourd'hui de plus en plus éminent, important dans le traitement de la violence et notamment le traitement de la récidive ou de la réitération. Le juge. Mais avant le juge, il y a un autre juge qui est le magistrat du parquet, juge avant le juge. C'est une formule et je crois qu'il faut que je m'arrête un instant sur l'émission, le pouvoir du magistrat du parquet qui est le premier juge à partir du moment où un fait de violence se commet, le premier juge qui intervient. Il y a une définition très simple dans le code de procédure pénale décrire la mission du procureur de la République et qui dit en une petite phrase: le procureur de la République reçoit les plaintes et apprécie la suite à leur donner. Trois principes qui président à l'action du ministère public, des magistrats du parquet. Le premier principe, le magistrat du parquet reçoit les plaintes, il a le monopole, ce qu'on appelle le monopole de l'action publique. C'est le seul magistrat qui traite au départ de l'infraction cette infraction. C'est lui qui reçoit l'information par les services de police ou de gendarmerie. Patrice a parlé des services de traitement en temps réel, c'est ainsi en termes techniques que l'on définit ces services. C'est le procureur de la République qui est informé en premier de la commission de l'infraction. C'est lui qui, et c'est un pouvoir démocratique important, qui saisit le service d'enquête, qui a le choix entre la police, la gendarmerie ou des services plus spécialisés. C'est, vous l'avez compris, un pouvoir démocratique important, c'est le procureur de la République. Et les magistrats du parquet qui saisissent le service d'enquête. Et c'est lui qui, tout au long de l'enquête, dirige cette enquête, qui donne des instructions au service de police ou de gendarmerie, au service d'enquête saisie. C'est lui qui va ordonner les actes à faire. Et c'est lui qui, à l'issue de l'enquête, va prendre une décision sur la suite à donner. Décision dans le cadre du second principe qui gouverne la mission et l'action du procureur de la République, le principe de l'opportunité des poursuites. Principe de l'opportunité des poursuites à mains égards. Le procureur de la République choisit entre la voie de la poursuite ou de la non-poursuite. Il choisit la modalité de poursuite rapide, poursuite moins rapide. Il choisit éventuellement une alternative aux poursuites, ou il choisit simplement, lorsque l'infraction n'est pas constituée, ou lorsqu'il estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre pour des circonstances de fait, il choisit de classer l'affaire. Sachez aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense communément, que ce pouvoir de classement sans suite est de moins en moins exercé. Le taux de réponse pénale, et c'est particulièrement vrai en matière de violence, est aujourd'hui de l'ordre de 95%. Les procureurs de la République classent 5% d'affaires, et dans des affaires d'importance, je dirais, tout à fait mineure. Et puis le troisième principe, c'est le lien hiérarchique très discuté pour les magistrats du parquet. Jusqu'alors, le magistrat du parquet est placé sous l'autorité, on peut le dire, du garde des Sceaux, qui pouvait lui donner des instructions individuelles et qui pouvait, je dirais presque surtout, déroger à l'avis donné par le Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination des magistrats du parquet. Depuis Madame Taubira, mais même avant Madame Taubira, depuis certains gardes des Sceaux, le premier a été, je crois, M. Clément, les gardes des Sceaux se sont engagés à ne plus déroger aux avis donnés par le Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne la carrière des magistrats du parquet, et Madame Taubira a renoncé à donner des instructions individuelles aux magistrats des parquets. Ce sont deux faits qui ont libéré, pas complètement, mais
largement l'action du ministère public. Et c'est évidemment aussi important dans la lutte et dans la réponse à donner aux violences. Alors dans ce cadre-là, le procureur de la République a une double légitimité, vous l'aurez compris. La légitimité du lien hiérarchique qui le lie au garde des Sceaux pour l'application des circulaires de politique pénale. Il appartient au gouvernement de définir la politique pénale générale par voie de circulaire. Cette légitimité est celle du procureur de la République, mais il a aussi la légitimité de son statut de magistrat pour le traitement de chaque cas individuel. Il a en réalité une double obligation, l'obligation de respecter les instructions de politique pénale générale et l'obligation éthique de l'impartialité pour le traitement de chaque cas individuel, pour la recherche de la manifestation de la vérité. C'est, je crois, important de vous le dire, c'était important de vous le dire dans la lutte contre la violence, la réponse judiciaire à donner aux diverses formes de violence. Le procureur de la République applique les circulaires de politique pénale. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la politique pénale en matière de violence? Moi, je la décris en trois termes. Elle est éminemment transversale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour la violence, nous ne nous contentons plus de traiter l'infraction, de suivre l'enquête, de prendre une décision à l'issue de l'enquête. C'est notre cœur de métier, nous le faisons bien évidemment, mais nous travaillons aussi l'amont et l'aval de cette intervention. L'amont, c'est quoi? L'amont, c'est l'accès au droit, c'est l'offre de droit pour le plus grand nombre. L'aval, c'est la prévention de la récidive ou de la réitération. C'est l'attention particulière, j'y reviendrai tout à l'heure, apportée aux victimes. Et c'est l'édification, je prends des grands mots, mais parce que c'est la réalité, l'édification de la citoyenneté, notamment auprès des plus jeunes. Ces grands traits, c'est notre politique pénale en termes de viol, et particulièrement notre politique pénale dans la lutte contre les violences. Politique transversale, politique éminemment territoriale aujourd'hui, c'est pas la peine d'y insister. Nous avons défini, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, des zones de sécurité prioritaires, vous en avez entendu parler en France. Ces zones sont évidemment prioritaires dans la réponse que nous donnons aux actes de délinquance et notamment aux actes de violence. Et puis c'est une politique éminemment concertée avec l'ensemble des acteurs, j'y reviendrai tout à l'heure, l'ensemble des acteurs de cette lutte contre les violences, que sont évidemment les autres branches du ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, mais surtout le secteur associatif, véritable bras armé en France de la justice dans la réponse à donner à la violence. Je vais redonner la parole à Patrice pour peut-être quelques statistiques, mais rapides, sur ce phénomène vécu en France aujourd'hui. Oui, je crois. Sur la réalité de la violence, il faut voir quelle est la réalité de la violence ou sa perception. On a un appareil statistique en France qui est imparfait. Tout le monde le reconnaît, même le président de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales l'indique. Nous avons un appareil statistique qui a fait des progrès, évidemment, mais qui est imparfait. Et à l'heure actuelle, on a des difficultés entre la police et la gendarmerie à avoir le même type de statistiques parce qu'ils ont modifié leurs items. Il faut donc avoir une grande prudence dans l'appréciation et dans l'interprétation des chiffres de ces statistiques. C'est un vieil État qu'on appelle l'État 4001 qui a 117 index et qui recueille un certain nombre d'infractions, mais on s'aperçoit que parfois ça ne colle pas, ces infractions police-gendarmerie, avec les statistiques que nous tenons en matière de justice. Et je vais dire, moi qui suis là un petit peu au Laos depuis peu de temps, il y a parfois des difficultés avec les statistiques, je m'aperçois que nous avons aussi les mêmes, d'une certaine manière. Mais malgré si vous voulez, ces imperfections, malgré aussi le chiffre noir de la criminalité, c'est-à-dire qui ne viennent jamais à la connaissance des services de police ou de gendarmerie, et qu'on estime à un quart des infractions pour ce qui concerne les faits de violence, on a des grandes tendances quand même depuis quelques années.
Sachez que globalement, pour le dernier rapport de l'Office national de l'ONDPR, l'Office national des statistiques, on a 2 150 000 affaires d'atteinte aux biens, des vols, des braquages, etc. Et puis on a seulement, si je puis dire, malheureusement, 468 000 affaires d'atteinte aux personnes. Et dans ces atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, on a 232 000 mises en cause, dont 42 000 mineurs. Donc, pour bien remettre un peu les choses dans leur perspective, en sachant que quand même depuis 1996, on a en matière d'atteinte aux personnes un taux de 7,4 pour 1000 habitants en France, qui est le plus élevé depuis 1996. Mais globalement, on a une stabilisation des meurtres, des crimes, mais une hausse très très importante depuis quelques années des atteintes à la personne, ce que j'appellerais des violences moyennes. Pas les violences graves, mais les violences moyennes qui ont véritablement explosé. Et quand on en parle avec des magistrats, et j'avais été voir les magistrats du parquet des mineurs de Bordeaux, tous vous disent qu'il y a une explosion des vols avec violence. Bordeaux a connu ça depuis un an, de 2013-2012, une explosion des vols avec violence, avec ce que l'on connaît un peu partout, une déstructuration des milieux familiaux, une banalisation de la violence, des infractions moi j'ignorais ça, de happy slapping, où on prend en photo des scènes sexuelles ou autres et on se les passe sur YouTube ou Facebook, je ne sais trop quoi, et des jeunes filles, etc., qui sont menacées de fellation dans des lycées, etc., sinon on leur pique leur portable. Donc on a tout ça, je voyais ça, cette explosion des vols avec violence. Je reprends ce que m'avait dit, c'était intéressant, la procureure des mineurs de Bordeaux, et qu'il me disait, je lui disais pourquoi, quelles sont les causes de cette violence que vous avez, vous, au quotidien, des mineurs, vous êtes 6 au parquet des mineurs de Bordeaux. Il me dit un manque éducatif, des parents complètement dépassés, un consumérisme, le fait d'être habitué aux marques, d'avoir du matériel informatique up-to-date, on va piquer peut-être l'iPhone de quelqu'un pour avoir l'iPhone numéro 5 ou autre, l'influence de la télévision. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de vols à la tire, de sacs de vieilles dames, souvent, qu'on voit à la télévision. Je pense à Bordeaux, on avait eu du jet de parpaings sur l'autoroute. On en avait beaucoup parlé, la presse en avait beaucoup parlé. Et dans le mois qui a suivi, il y a eu un jet de parpaings des passerelles d'autoroute considérable. C'est vrai que la presse ne nous facilite pas toujours la tâche. Et je me souviens dans le Bordelais, à Toulouse, le journal local, dont je ne citerai pas le nom, montrait comment on fabriquait une bombe artisanale. Alors on est sidéré. J'avais vu le patron du journal, je lui ai dit, c'est pas possible que vous incitiez finalement des jeunes à commettre quasiment des meurtres. Cette influence de la télévision, l'influence des jeux vidéo aussi, où on banalise beaucoup les choses, où on ne sait plus, on peut tuer, on peut voler facilement, et là on perd un peu les repères. L'influence par l'utilisation négative évidemment des iPhones et des iPads, et ce que je vous disais, les infractions de happy slapping, le fait de filmer les violences sexuelles et de les diffuser, ça a été nouveau. On a été obligé de créer une loi en 2007 pour interdire ce happy slapping, le fait de filmer des violences sexuelles et de les diffuser. On est arrivé à un point considérable. Il y a une banalisation de la violence, une banalisation de la violence sexuelle, une banalisation des viols, des agressions sexuelles, une banalisation de l'intégrité physique qui est frappante. Et c'est vrai que professionnellement, on voyait qu'on avait de grandes difficultés en cette matière. Enfin, sachez que quand même, globalement, on a des grandes tendances, une explosion de cette violence moyenne, si je puis dire, mais une stabilisation de la violence très grave. Les crimes n'ont pas beaucoup bougé depuis de très nombreuses années. Et quand on relit l'histoire, au Moyen-Âge ou autrement, c'était terrible de se promener dans les rues. On pouvait se faire agresser au moindre coin de rue. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle avec des gens et qu'on leur dit « Mais vous, depuis le mois qui vient de s'écouler, avez-vous été témoin ou victime personnellement d'une infraction de violence ?» Les gens vous disent non, souvent, la plupart du temps. On vit quand même, même s'il y a une violence qui explose relativement, dans un pays qui est quand même, heureusement, encore relativement sécure, si je puis dire. Mais le sentiment d'insécurité est devenu très fort, parce que les médias en parlent beaucoup,
et il est parfois un peu décalé par rapport à la réalité de la violence. Et c'est vrai qu'aussi on supporte moins dans notre société qui est très armée ou qui s'assure contre le risque de violence. Le moindre fait de violence prend beaucoup plus d'importance qu'il n'en prenait peut-être autrefois. Donc il faut être prudent dans l'interprétation des statistiques. On peut leur faire dire un peu ce que l'on veut. Et moi, mon souhait en tant que magistrat, ce serait que les politiques de chaque bord s'entendent pour qu'on ait un appareil statistique objectif, fiable, et qu'on ne se serve pas de la statistique pénale pour faire de la politique. Et ça, c'est terrible en France. On aura du mal, peut-être, il faudra qu'on y vienne petit à petit. Voilà. Peut-être nous voudrions voir, peut-être sur le fond, en allant vite, parce que je ne sais pas combien de temps nous avons. Mais, nous avons presque épuisé notre temps, non? Non, mais très vite. Alors, écoutez, on va aller vite. On voulait vous parler à la fois du juge, de la justice et de la violence, du juge et de l'auteur de la violence, du juge de la victime de violence, et puis du juge face à l'auteur et à la victime de violence. Pour le juge, la justice et l'auteur de violence, je ne vais pas vous dire les réponses à la violence que l'on fait. On a toute une gamme de réponses, évidemment, de la plus importante, l'ouverture d'une information pour les crimes, obligatoirement la demande d'une détention, à des réponses beaucoup plus soft, d'alternatives à la détention. Mais ce qui est très important aujourd'hui, sachez-le, c'est qu'on est axé beaucoup sur la notion de dangerosité, qui a fait son apparition depuis quelques années, qui s'est substitué à l'état dangereux d'autrefois, sur lesquels les Belges avaient beaucoup travaillé. On est dans une notion de dangerosité qui n'est pas encore définie par le code pénal, mais qui est prise en compte notamment pour des peines nouvelles de rétention de sûreté qui font qu'à l'issue d'une condamnation à au moins 15 ans d'emprisonnement pour un certain type d'infraction, notamment les agressions sexuelles, les viols, les meurtres violents, la personne sera suivie, placée en rétention de sûreté aussi longtemps que sa dangerosité sera avérée. Difficile de cerner la dangerosité parce que il y a deux sortes de dangerosité, la dangerosité criminologique et la dangerosité psychiatrique. Et la Haute Autorité sur la Santé, qui s'est réunie à Paris il y a 2 ou 3 ans, maintient cette distinction, dangerosité psychiatrique qui résulte d'un examen psychiatrique sur un certain nombre de schémas très précis que connaissent les psychiatres, et puis la dangerosité criminologique qui est beaucoup plus floue et qui correspond à des items, des échelles actuarielles qu'utilisent beaucoup les Américains, une centaine, et qui vont être des réponses, et en fonction de ces réponses actuarielles, on va dire un tel est dangereux, risque de récidiver. Mais rien ne remplacera quand même le colloque individuel entre le médecin psychiatre et celui qui est détenu pour savoir s'il est ou non dangereux. Mais c'est quelque chose d'important et actuellement on est très lancé dans ce concept non défini, notamment par des lois très récentes. Et la dernière loi, je crois, tentait une esquisse de définition en indiquant, c'était la loi de 2008, sur la rétention de sûreté, la dangerosité, il faut, si les individus présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, parce que ces personnes souffrent d'un trouble grave de la personnalité. Et c'est très difficile aussi de définir le trouble grave de la personnalité. Et quand on parle avec des experts psychiatres, ceux qu'on a connus, c'est très difficile de cerner ça. Il y a des personnalités dont on sait qu'elles recommenceront facilement, on les repère vite, et puis il y en a d'autres pour lesquelles c'est très difficile, c'est fonction de tout un très grand nombre de circonstances. La société aujourd'hui voudrait être dans une société de risque zéro. Ce serait l'idéal, évidemment, on le comprend bien, mais nous, d'expérience, nous savons que ce risque zéro n'existe pas, et on a beau refaire une loi nouvelle sur chaque fait divers, ça ne changera rien, malheureusement. La nature humaine est ainsi faite qu'on aura toujours des affaires criminelles difficiles à gérer. Voilà, je voudrais rester simplement là-dessus, sur juge, justice et auteur de violence, en vous disant que la responsabilité pénale de quelqu'un n'est engagée que si il est responsable pénalement, évidemment, s'il n'a pas de trouble ayant altéré son discernement, et puis si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis, l'élément matériel, la commission de l'infraction, l'acte lui-même, l'élément intentionnel, la volonté de commettre l'acte, et puis l'élément légal, évidemment, qui est fondamental,
il faut qu'il y ait un texte de loi qui soit le support de l'incrimination. Et ça, c'est fondamental, c'est ce que nous appelaient les grands maîtres latins en matière de droit. Voilà, je vais laisser la parole à Olivier, parce qu'on est peut-être trop loin pour répondre à vos questions, sur le juge, la justice et la victime de violence. Alors en réalité, il y avait encore 2 points à traiter. Et oui, mais bon, c'est trop... La justice et la victime, et puis un point qui nous apparaissait important, la justice, l'auteur et la victime, car en réalité, ce point est aujourd'hui de forte actualité. Il traite à la fois de la légitime défense, on pourra en parler lors du débat, mais aussi de la réponse de médiation, qui est une réponse très forte pour les faits de violence moyenne ou petite, selon le terme de Patrice, parce qu'elle est une réponse, lorsqu'elle fonctionne, lorsqu'elle marche, éminemment de renouement du lien social, éminemment de paix sociale. Justice, juge et victime, que vous dire très rapidement? 2 points. Premier point, la place de la victime dans le procès pénal a beaucoup varié dans l'histoire, dans notre histoire. Pour faire simple, depuis 1980, la victime, cette place de la victime, ne fait que croître dans le procès pénal, et elle est aujourd'hui tout à fait première. C'est Robert Badinter, d'ailleurs, lorsqu'il a été garde des Sceaux en 1981, qui a déclenché ce processus fort en créant tout un certain nombre de dispositifs, et notamment en privilégiant l'émergence du secteur associatif qui accompagne les victimes. Merci. Deuxième chose qu'il faut dire, très rapidement, la justice a investi les temps principaux de la victime. Quels sont ces temps principaux de la victime? Le temps de l'infraction, bien sûr, c'est là que se joue le traumatisme, que débute le traumatisme pour cette victime. Le temps du dépôt de plainte et de la réception de la plainte, c'est un moment extrêmement important parce que c'est là que se joue aussi la confiance qu'aura la victime dans l'autorité que représente le policier et le gendarme, mais aussi l'institution judiciaire. Le temps de l'enquête, parce que la victime doit être informée du déroulement de cette enquête. Le temps de l'audience, qui est évidemment pour la victime un moment important. On va faire le deuil dans le langage courant, et on va faire le deuil au moment de l'audience. Et puis évidemment le temps de la réparation. Eh bien la justice a investi pleinement, notamment pour les affaires de violence, ces 5 temps. Le temps de l'infraction, en créant dans beaucoup de lieux maintenant des services d'intervention d'urgence auprès des victimes les plus traumatisées, auprès de l'environnement familial de ces victimes. Le temps du dépôt de plainte et de la réception de la plainte, en formant à la réception de la plainte les policiers et les gendarmes, notamment dans des secteurs bien particuliers, et je pense aux violences faites aux femmes dans le cadre du lien conjugal. Et avec une mise à disposition également d'assistantes sociales ou d'intervenants sociaux dans les commissariats ou les brigades de gendarmerie pour prendre immédiatement le relais des policiers après le dépôt de plainte, après la réception de la plainte. Le temps de l'enquête avec un dispositif qu'on appelle les bureaux d'aide aux victimes dans toute juridiction de France maintenant, qui sont chargés de donner des informations aux victimes sur le déroulement de l'enquête, sur le point où en est l'enquête les concernant. Le temps de l'audience avec des dispositifs maintenant quasiment géographiques et directionnels qui permettent à la victime de se considérer comme étant véritablement prise en compte au moment de l'audience. Et le temps de la réparation avec un certain nombre d'organismes qui facilitent cette réparation, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, notamment de violences, la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes, etc., etc. Donc tous ces temps fondamentaux pour la victime ont été pris en compte par la justice, et je crois que c'est quelque chose de très important, c'est une réussite de la justice dans le traitement des infractions, notamment des infractions de violence. Je ne vais pas parler de la légitime défense, même s'il y a eu en France des cas très médiatisés ces derniers temps. Ce bijoutier qui a abattu un de ses agresseurs à Nice et qui a provoqué un buzz médiatique
important et qui a fait dire au président de la République cette phrase qui est totalement juste: il faut laisser la justice faire justice. On a résumé la légitime défense, la problématique de la légitime défense par cette phrase: il faut en effet laisser la justice faire justice. La légitime défense a des conditions, si vous voulez, nous en reparlerons lors du débat. La médiation, qui est une réponse éminemment forte pour les actes de violence de petite ou de moyenne importance. La médiation, c'est quoi? En 2 mots. La médiation, c'est le déroulement d'un certain nombre de phases incontournables dans l'organisation de la réponse pénale. La première phase, c'est le rappel à l'auteur qu'il a commis une infraction. C'est le rappel à la loi. La seconde phase, c'est de faire toucher du doigt à cet auteur les conséquences de son infraction à l'égard de la victime. La troisième phase, c'est de tenter de faire percevoir à la victime le pourquoi, ce qui a conduit l'auteur à commettre l'infraction, l'iter criminis, le chemin criminel. La quatrième phase, c'est, si elle est possible, la rencontre entre l'auteur et la victime, la rencontre qui est un moment fort dans la phase de médiation. Et la dernière phase, c'est la phase de réparation, directe, indirecte, matérielle, non matérielle. Si toutes ces phases ont été respectées dans l'opération de médiation, alors en effet, on peut dire que le lien social a été renoué et qu'on a contribué à la paix publique. Cette réponse de médiation est aujourd'hui une réponse très privilégiée, encore une fois, pour les actes de délinquance, de violence de proximité. Voilà, j'avais une conclusion, mais je ne la ferai pas sur le projet actuel de réforme de la procédure pénale. Sachez simplement que ce projet est très orienté sur les nouvelles peines. C'est en fait le cœur de cette réforme pénale. Patrice a parlé de l'emprisonnement, qui est la peine type en France, mais qui ne fonctionne plus. Il y a en France aujourd'hui plus d'un tiers des condamnés qui récidivent à leur sortie de prison, qui récidivent ou qui réitèrent. Récidive, c'est un terme juridique. Qui recommencent à leur sortie de prison. La peine de prison, notamment de petite durée ou de durée moyenne, ne fonctionne plus en termes de prévention de la réitération ou de la récidive. Il faut trouver d'autres choses. Et cette autre chose, c'est ce qui a été proposé par la garde des Sceaux, c'est cette peine de probation. On va laisser en liberté, mais on va faire l'effort de suivre le condamné. Et c'est une peine qui fonctionne particulièrement bien, notamment au Canada. Le Canada est toujours assez exemplaire dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale. C'est une peine qui fonctionne, mais c'est une peine qui fonctionne si on se donne les moyens de la faire fonctionner, c'est-à-dire si on met suffisamment de moyens humains pour que chaque condamné soit suivi par notamment un fonctionnaire ou un assistant social du service de probation et d'insertion. Voilà ce qu'est la réforme pénale. C'est une réforme qui devrait intervenir dans les mois ou dans l'année qui vient et qui sera tout à fait fondamentale pour le traitement des infractions, mais surtout pour le traitement des infractions de violence. Merci. Peut-être juste pour compléter ce que vient de dire Olivier, et avant de vous redonner la parole, sur les victimes. Sachez que la France a été très en pointe sur le traitement, sur le droit des victimes. Et je vais des exemples très précis. On a créé, notamment dans les grandes villes, des services médico-légaux d'accueil des victimes. Dans les CHU, et on y a participé, il y a des services d'accueil de victimes qui sont remarquablement organisés, et la filière marche bien. Qu'on a prévu aussi, pour la gendarmerie et pour la police, et pour les mineurs, on a prévu des auditions filmées, de manière à ce qu'on n'ait pas réauditionné des victimes, et notamment des victimes d'infractions sexuelles. Parce que c'est très dur pour elles de revivre à nouveau, et notamment on le voit dans les procès, c'est très dur pour elles de revivre ces faits-là. Et puis sachez, je repense à ce que j'ai vécu, moi, à Toulouse, le procès AZF, et en première instance, et en appel qu'on a eu organisé, avec 50 avocats, 3000 parties civiles et victimes, où on avait tous les jours au procès, pendant les 4 mois, le service d'aide aux victimes qui a été présent sur le procès même pour pouvoir parler, voir les victimes, les accueillir, etc. Donc en matière de droit des victimes, la France véritablement est très en pointe à l'heure actuelle et répond pleinement aux dernières directives à la fois européennes et internationales.
Voilà, écoutez, on est prêt à répondre à toutes vos questions, que ce soit sur la violence, ou sur le rôle du parquet ou de la justice en France, si vous le voulez, mais je ne sais pas quel est le temps, Laurent, qui est imparti. On va pas... Tout le temps compris, hein. Non, non, bah non, c'est vous. Non, c'est vous. Parfait, parfait. Je ne sais pas s'il y a une première question, n'hésitez pas sur... On ne voit pas très bien ça, c'est un peu difficile. Oui, oui, c'est peut-être... On a tout dit, non? Ah non, Benoît qui se lance, merci Benoît de... On a tout dit, mais très vite. D'abord, merci Olivier et Patrice. Moi, j'avais une question. On a ressenti dans ce que vous présentiez, dans la relation à la violence et à la responsabilité, l'importance de l'analyse psychiatrique, de toute cette dimension-là qui doit être, qui apparaît prégnante dans votre travail de procureur. On a vu récemment à quel point ça pouvait être remis en cause, faussé ou non, dans l'affaire Outreau ou d'autres choses. Je voulais vous demander, avec le recul, comment vous appréciez l'évolution de la justice française par rapport à la prise en compte du travail du psychiatre, de sa véracité ou pas. Enfin, quelle était l'évolution de la justice, son adaptation à cette dimension psychologique, psychiatrique qui paraît très délicate à apprécier et fondamentale à la fois pour déclarer la responsabilité d'un quelqu'un qui aurait commis un acte de violence. Alors, sachez que sur une affaire importante ou une affaire de violence, systématiquement, on sollicite, pendant le temps de l'enquête, la police de saisir un psychiatre pour, non pas une expertise, mais un examen psychiatrique. Et les psychiatres, ça les agace, parce que c'est très court, c'est des examens très courts qui durent un quart d'heure, pour déterminer un petit peu l'aspect dangereux ou pas d'un individu. Après, ce que l'on a, c'est pas la réquisition pour examen psychiatrique, c'est l'examen psychiatrique lui-même. Celui-là, il est important. Aujourd'hui, maintenant, on a besoin d'un seul expert psychiatre pour faire cet examen. Autrefois, on avait l'obligation de recourir à 2 experts, ce qui me semblait une bonne chose quand même, parce que c'est difficile, c'est là aussi, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est sujet à beaucoup d'interprétations, et donc c'est très compliqué. Et peut-être qu'on devrait aller plus loin aujourd'hui et mixer à la fois l'examen psychiatrique classique et les tables actuarielles un peu américaines pour apprécier à la fois le trouble psychiatrique éventuel et la dangerosité potentielle. Mais c'est jamais très facile tout ça. Et reprenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de Ross-sur-Couesnon, du jeune garçon qui dans un premier temps avait été déclaré en état de démence, hospitalisé et relâché, et qui 6 mois après tue son grand-père, nouveaux experts, responsabilité. Et forcément, ça arrivera toujours, c'est difficile et c'est délicat. Alors peut-être que maintenant, aujourd'hui, mais ça suppose des moyens considérables aussi, avec l'imagerie médicale, avec les moyens qu'ont certains psychiatres, et notamment les moyens de neurosciences, on pourrait mieux définir le potentiel de dangerosité de quelqu'un, mais on n'en est pas là, évidemment, aujourd'hui. Ceci dit, on a toujours une discussion, on a de nombreux liens avec les psychiatres, mais le psychiatre n'est jamais c'est un expert. Il donne un avis que le juge n'est pas forcément tenu de suivre. Après, c'est au juge de se déterminer, de juger. Et le psychiatre donne un avis comme un expert, hein, c'est tout. J'ajouterais que, je vais chercher le terme. J'ajouterais que les experts ont fait un travail considérable pour la formation de l'ensemble des psychiatres sur la psychiatrie judiciaire, qui est une branche particulière de la psychiatrie. Et il y a eu depuis quelques années un effort scientifique de formation très important. Patrice a raison de dire que nous ne sommes pas obligés de suivre l'avis de l'expert, mais je dois dire que lorsque nous sommes dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie, dans 99 cas sur 100, nous suivons l'avis des experts. C'est vrai. Car on n'est pas armés, nous, pour déterminer la responsabilité. Je cherche l'expression là. Moi j'avais une question en fait sur. Je me demandais, est-ce qu'on n'assiste pas à une gradation dans l'intensité de la violence, ou alors c'est une banalisation dans les médias et la montée en puissance des nouvelles technologies, etc., les réseaux sociaux, Internet, etc. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est 2 tendances parallèles qui se rejoignent?
parce que c'est un mouvement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, ces dernières années, une espèce de fuite en avant de l'horreur dans les faits divers, de plus en plus sombres, ou alors ça a toujours existé, c'était peut-être moins médiatisé avant. Voilà. Ma deuxième interrogation, c'est est-ce qu'il n'y a pas des formes de violence qui sont plus compliquées à traiter, notamment par rapport aux victimes qui en parlent moins, je pense aux victimes de violences conjugales ou sexuelles. Et donc dans ce cas-là, c'est compliqué, il y a toujours une espèce de plafond de verre, une loi du silence qui est difficile à briser. Et donc dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Je voulais avoir votre avis sur cette question. Non, c'est vrai, je crois qu'Olivier pourrait le dire. Celles qui sont les plus délicates pour nous, c'était les violences intrafamiliales, parce qu'elles sont difficiles, celles-là. Et il y a une expérience à Aix-en-Provence que tu as faite quand tu étais procureur, qui est assez intéressante. Deux réponses sur votre question. La première, c'est une banalité que de le dire, mais il faut le dire. Les actes de violence graves sont plutôt en baisse. Si on prend le début du siècle, ils sont fortement en baisse. Aujourd'hui, ce qui fait l'apparence de la violence, c'est la médiatisation à l'extrême de chaque acte de violence forte. Mais ils sont en baisse. Il y a moins d'homicides à Marseille, par exemple. Aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il y a moins d'homicides de règlement de compte à Marseille que lorsque j'étais à Aix-en-Provence, il y a encore 5 ans. C'est la forte médiatisation qui est aussi une politisation de l'acte de violence, Patrice l'a dit très justement, relayée par les médias. Sur les violences conjugales, dites conjugales, effectivement la réponse est très compliquée. Le premier obstacle dans le traitement de ces violences, c'est le non-dépôt de plainte. Nous l'avons travaillé, alors je ne vais pas parler d'Aix-en-Provence, ce qu'on a fait à Aix-en-Provence. On a déroulé à Aix-en-Provence toutes les problématiques des violences conjugales et on a essayé d'apporter une réponse particulière. La première problématique du non-dépôt de plainte, c'est la crainte de la victime. Double, crainte de déposer plainte contre son compagnon ou son mari, et crainte du mari en réaction à ce dépôt de plainte. Nous avons essayé de lutter contre cela par d'abord la facilitation de l'accueil de la plaignante dans un commissariat ou une brigade, c'est ce que j'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais aussi par l'éloignement immédiat, lorsque les faits nous apparaissent avérés, du compagnon ou du mari du domicile conjugal, de façon à prévenir ce risque effectivement de nouvelles violences après le dépôt de plainte. Ça répond à votre question. Bonsoir, merci beaucoup. Votre intervention très, très intéressante. Moi j'ai une question peut-être plus générale sur le secteur associatif. Vous l'avez mentionné plusieurs fois. J'aurais bien aimé comprendre un peu mieux leur rôle et comment vous les intégrez dans votre métier, dans les affaires. Alors le secteur associatif dont j'ai parlé est très important, notamment dans la phase pré-sententielle, mais également post-sententielle. Dans la phase pré-sententielle, il est important pour le suivi du contrôle judiciaire qui est ordonné par les magistrats du siège, juridiquement, légalement, ou par les magistrats du parquet sans texte. C'est un premier pilier fort du secteur associatif dans l'accompagnement de la décision judiciaire, le contrôle judiciaire de celui qui est mis en cause dans une infraction. Le second pilier fort du secteur associatif, c'est l'accompagnement des victimes. Il y a aujourd'hui un tissu formidable d'associations d'aide-aux-victimes sur tout le territoire national. Et ce sont ces associations qui contribuent à occuper les temps de la victime dont je vous ai parlé. Et le troisième pilier fort, c'est le post-sententiel, l'accompagnement des condamnés pour trouver un travail, pour se réinsérer, etc. Le secteur associatif, là aussi, est fort et prend souvent le relais du secteur public, des services pénitentiaires d'insertion, de probation
qui sont en nombre insuffisant. J'ai répondu. Tout à l'heure, vous avez parlé du modèle canadien, donc en termes pour ce qui est le traité de la justice, pour ce qui est la violence. Vous avez dit également que la France était plutôt en pointe, je ne me rappelle plus exactement sur quel point précis. Pour les victimes. D'accord. Sur les victimes, oui. En Europe, ou alors si on élargit jusqu'au continent américain ou dans la région, plus proche de nous, à votre connaissance, quels sont les pays qui disposent d'instruments plutôt mieux adaptés que ce que l'on peut avoir en France, ou quel serait un autre bon élève? Le Canada a toujours été un pays très avancé en la matière. Et au Canada, ils prennent en charge très vite un délinquant pour essayer de voir son cursus ou sa potentialité de dangerosité, très vite. Il y a une espèce d'institut qui est jumelé avec le tribunal de première instance de Montréal et qui suit complètement le cursus des individus. Alors que nous, parfois, on essaie quand même de le faire tout de suite, mais on arrive peut-être un petit peu plus tard qu'eux dans ce domaine-là, me semble-t-il. Moi, je dirais que ce qui différencie les milieux judiciaires français et européens ou internationaux, c'est la différence de politique pénale, d'implication dans les politiques pénales. Je vous ai dit tout à l'heure que les parquets français conduisaient des politiques pénales très transversales, qui s'occupaient non seulement qui traitaient non seulement de notre cœur de métier, mais de l'amont et de l'aval. Donc de toutes les problématiques qu'il faut aborder dans le cadre d'une infraction commise. Les autres, pour un peu les connaître, les autres magistrats, juges ou magistrats du siège ou magistrats du parquet, étrangers, n'ont pas cette approche transversale globale. Ils ont une approche très cœur de métier. C'est ce qui fait, je crois vraiment, la spécificité actuelle de la justice française. Et sachez que dans les parquets, les politiques pénales menées par chaque parquet, conformément aux lignes directrices quand même de la politique pénale d'un gouvernement, et conformément à la loi pénale, au code pénal, donnent lieu chaque année à un rapport de politique pénale que chaque procureur général adresse au ministre de la Justice. Donc les 33 procureurs généraux adressent leur rapport de politique pénale, un document assez volumineux qui est étudié, malaxé, etc., et qui sert aussi au garde des Sceaux pour définir sa politique pénale de l'année à venir et en discuter devant le Parlement. C'est une corvée quand on est sur place, préparer tout ça, mais enfin il faut le faire. Bonsoir. Vous avez évoqué l'inefficacité des peines de prison dites pour punir les violences d'intensité moyenne avec un fort taux de récidive. J'aurais voulu savoir, à votre avis, quelles seraient les méthodes alternatives aux peines de prison. Je sais qu'on parle beaucoup du bracelet électronique ou d'autres méthodes. Quelles seraient selon vous les méthodes adaptées pour éviter un taux de récidive élevé comme celui-là? Je crois Ce sont des réponses. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Je crois que l'une des réponses adaptées, c'est effectivement cette peine de probation qu'on est en train de proposer dans le cadre de la réforme pénale. Mais cette peine qui consiste en réalité à mettre à l'épreuve le condamné sans l'emprisonner. Mais cette peine de probation, je le répète, ne peut fonctionner que si le condamné est véritablement suivi de manière étroite par des assistants sociaux ou des fonctionnaires pénitentiaires. Et c'est ce qui en France actuellement manque. Nous manquons aujourd'hui, je peux vous le dire parce qu'on est en train de travailler la question, de 1800 sur le territoire national, de 1800 agents des services pénitentiaires d'insertion et de probation, pour que véritablement ces peines puissent être efficaces et suivies effectivement par des agents de l'administration pénitentiaire. 1800, ça coûte très cher aujourd'hui. Chaque agent, ce qu'on appelle des SPID, des services de probation et d'insertion pénitentiaire, traite environ 120 cas, 120 dossiers. Alors que dans d'autres pays, on en traite 20, 30. C'est impossible de suivre 120 dossiers. Ça, c'est une véritable problématique pour nous. Et d'expérience, nous savons qu'il faut répondre à un acte de délinquance, au premier acte de délinquance, pas par la prison évidemment, par quelque chose d'adapté, par un suivi, il faut le faire. Sinon, on l'a connu, on a des jeunes qui
qui font 1, 2, 3, 4, 10, et c'est trop tard, ils sont déjà partis dans la délinquance beaucoup trop loin. L'important, c'est de pouvoir mettre les moyens, d'abord de prévenir, ce qui serait une bonne chose, mais de répondre si quelqu'un a commis une infraction, de lui faire un rappel à la loi, qu'il sache qu'il y a une barrière à ne pas franchir. Mais là, il faut des gens qui suivent par derrière, et actuellement en France, c'est vrai, on manque cruellement d'agents des SPIP. Alors la justice, c'est vrai qu'on veut toujours la réformer sans arrêt, mais on a déjà dans les textes depuis toujours, d'ailleurs, beaucoup d'éléments. Ce qu'il faut, l'important, c'est de savoir quel est le coût que l'on veut mettre dans la justice en France au sens large, à la fois sur le plan pénitentiaire, sur le plan de la justice. Si on a des retards parfois dans les décisions judiciaires, c'est parce qu'on manque aussi de magistrats pour écouter et rédiger. En France, il y a 8600 magistrats et à peu près 2800 procureurs de la République. On a les chiffres, nous. Et on a de bonnes statistiques. Mais bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Généralement, en matière, ça fait pitié d'ailleurs, en matière sociale souvent, en matière pénale ça va assez vite, mais en matière sociale, dans les cours d'appel, vous êtes obligé d'attendre 2 ans avant d'avoir un arrêt de cour d'appel qui va statuer sur votre licenciement. C'est anormal, complètement anormal, mais malgré les chambres de cour d'appel ne peuvent pas aller au-delà de rendre 250 à 300 jugements par personne et par an. Alors tout ça, la justice, elle a un coût. Qu'est-ce qu'on veut payer pour la justice en France, et notamment pour la justice pénale, pour prévenir un peu les infractions et pour répondre aux infractions avec un suivi personnalisé, précis, sur le long terme, de quelqu'un qui est parti un peu dans la délinquance. La justice française est au fond du classement européen en termes de budget rapporté au nombre d'habitants. Et justement, pour pallier à ce coût important, est-ce que les moyens de type bracelet électronique sont efficaces pour pallier à ce manque de moyens que la France... Alors, le bracelet électronique a un intérêt, c'est qu'il évite la prison. Mais il n'est en aucun cas une peine qui permet une réinsertion, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement de celui qui a un bracelet électronique. C'est un contrôle. Voilà, c'est un contrôle. Madame Davost. J'ai une petite question. Ce projet de loi qui est certainement très intéressant, d'éviter la prison aux gens condamnés à peu d'années. Et tu dis après, bon, c'est un très bon projet, mais après il va falloir trouver 1800 personnes pour accompagner, et ça a un coût élevé qu'on n'est peut-être pas capable d'assumer. Faut-il faire des lois qui ne peuvent pas être appliquées? Alors, on ne fait plus aujourd'hui de lois qui ne sont pas mesurées en termes de moyens humains, matériels. Oui. Il faut 1300 dans un premier temps. 1300. Budgétisé déjà. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Je dirais simplement que l'analyse qui a été faite, c'est qu'une place de prison coûte plus cher qu'une place de probation. Donc, à partir de là, à terme, on y gagne. Il est évident pour des affaires sérieuses, graves, il est évident qu'il faut mettre en détention, ça va de soi, il n'y a aucun problème. Ça va. Même pour prévenir celui qui a commis une infraction d'être lynché, ça arrive. Ou prévenir un suicide. Moi, on avait connu ça à Bordeaux, on avait demandé une détention. Le juge d'instruction, c'était une histoire d'image pédophile, et le juge d'instruction avait laissé l'intéressé, qui était l'instituteur, en liberté. Et finalement, c'est pas un type qui était passé à l'acte, c'était des photos qui n'étaient pas des photos de mineurs, mais pas atroces, c'était pas de la déviance sexuelle. Et bien finalement, il s'est jeté du haut du pont d'Aquitaine quelques jours après. S'il avait été en détention, il aurait peut-être pu avoir quelque chose. On se suicide aussi en prison. Mais on se suicide en prison, c'est pas mal. Oui, Benoît. Juste une question très, très générale. On entend parler souvent d'une tendance de la société, dans d'autres pays, à se judiciariser, c'est-à-dire à déposer de plus en plus de plaintes plus facilement sur des faits qui sont peut-être mineurs, des fois avérés, je ne sais pas. Est-ce que c'est un phénomène qui a cours en France? Et est-ce que comment dire,
est-ce que ça participerait à des défauts de statistiques quand on fait des comparaisons sur les générations d'une génération à l'autre et peut-être à l'engorgement du système judiciaire actuel? Non, la société s'est considérablement judiciarisée depuis quelques années en France, c'est évident. Je pense aux maires des communes qui sont enserrés maintenant avec le droit pénal dans des contraintes très fortes qui fait qu'ils peuvent tomber facilement sous le coup de la loi pénale et qui fait que certains élus, certains maires, parfois abandonnent parce que pour des choses relativement peu graves, ils sont trop enserrés. Non, on devient dans un système très judiciarisé, et notamment pour les victimes, ou des victimes, on le voit d'ailleurs dans des victimes de catastrophes, je pense à AZF, je pense à d'autres catastrophes, on a des avocats spécialisés presque dans la class action. Donc oui, on se judiciarise fondamentalement. Alors je vais moduler un peu. Depuis un siècle, on s'est fortement judiciarisé. Le nombre de plaintes en explosion sur un siècle. Mais depuis 10 ans, les plaintes ont plutôt tendance à baisser, globalement considéré. Les plaintes ont plutôt tendance à baisser, dans tous les parquets. Oui, je voudrais vous demander quelle est la position et quelle est votre analyse sur les violences collectives, les violences communautaires que l'on a connues depuis une dizaine d'années, qui se traduisent bien souvent par une atteinte au bien d'autrui, mais il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup de lectures, lectures sociales, lectures politiques, et donc quelle est votre analyse? Vous parlez des violences urbaines aussi. Tout à fait. Alors ce qui est terrible, on est dans une société, moi qui ai vécu 6 ans et demi comme procureur général à Toulouse, tous les soirs évidemment à Toulouse, dans certains quartiers, notamment le Mirail, on a des voitures qui flambent, on a des interventions des pompiers protégés par la police, sinon les pompiers sont caillassés. Et ça, il faut qu'on y réponde, mais c'est pas facile parce qu'il faut... on doit aussi arrêter les auteurs précisément. Et on n'a pas toujours les auteurs précisément, on a des groupes, mais une infraction doit être corrélée avec un auteur donné, ce qui n'est pas toujours évident. Mon analyse, c'est que c'est un phénomène très nouveau, ces violences communautaires, et qui est dû en réalité au mélange des communautés dans les cités ou dans des lieux particuliers en France. À Aix-en-Provence, j'ai vécu un certain nombre de violences communautaires, et notamment parce qu'il y avait dans un même quartier des communautés maghrébines et des communautés turques. Et ces violences communautaires ne pouvaient en réalité pas être gérées par la justice parce qu'elles dépassaient complètement les réponses que nous pouvions donner. Nous ne les gérions plus. Et la seule gestion possible, c'était de séparer les communautés. Mais c'est un phénomène nouveau, effectivement. J'ai une autre question en fait, sur un débat en fait qui a eu lieu au moment de la campagne présidentielle en 2007. Il y avait un débat organisé entre le philosophe Michel Onfray et le candidat à l'époque Nicolas Sarkozy. Et le débat, une des questions portait sur entre guillemets le caractère inné qui était de la délinquance, qui serait qu'on pourrait repérer très tôt chez les enfants, autour de l'âge à 3, 4, 5 ans, à l'école, de manière très rapide, il y a des gènes particuliers par rapport à ça. C'était une position qui était défendue par ce candidat à l'époque, et ça avait fait un débat assez important. Et vous, en tant que vous qui avez été confronté à la délinquance et aux réponses qui pouvaient y être apportées, quel est votre avis sur cette question importante? Là, je suis réservé sur ce caractère soi-disant inné. Alors c'est l'homme criminel de Lombroso d'autrefois, mais en réalité, avec la pratique, nous qui avons eu des centaines de délinquants devant nous comme juge d'instruction, de quoi s'aperçoit-on? C'est que la frange du passage au crime est très faible et que vous et moi, on pourrait tous tomber dans une forme de délinquance. Et il suffit de peu de choses pour qu'on y passe. Alors le caractère inné, peut-être qu'il y a des gens qui vont développer plus facilement tel ou tel trait de personnalité ou caractériser de la délinquance. Je ne crois pas qu'il faille vraiment le faire. Il y a beaucoup d'éléments environnementaux qui vont jouer aussi sur la délinquance, bien évidemment. Puis vraiment, moi, l'impression que j'ai eue, rares sont les criminels qu'on a vus, pour lesquels on a pu avoir de la détestation. Ceux qu'on a vus
Et quand on a compris, on a du mal à juger. C'était André Gide qui disait ne jugez pas. Parce que quand on a démonté le mécanisme du passage à l'acte, on le comprend. Donc c'est très difficile après de juger. C'est pour ça que le juge d'instruction n'est pas le juge de jugement. Mais franchement, souvent, je me suis dit, la frange est très, très faible. La frontière est très faible et on pourrait très bien passer de l'antiquaire de Saint-Malo qui repousse son beau-père, quittant, il est devenu, c'est pas un criminel, mais il est devenu quand même dans des coups mortels, il est devenu un criminel entre guillemets. Il y a quelques braqueurs qui sont passés de l'autre côté pour peu de choses, pour des problèmes familiaux ou d'autres. C'est très, très relatif tout ça. Et vraiment, ce que l'on vit, nous, c'est que chaque cas est un cas individuel. Chaque affaire est différente d'une autre affaire. Une affaire de viol n'est pas une affaire de viol identique à une autre. Une affaire de braquage n'est pas identique à une autre. Une affaire de vol n'est pas identique à une autre. Une affaire de conflit conjugal n'est pas le même qu'une autre. C'est vraiment très individualisé. C'est pour ça qu'on a maintenant une palette de réponses qui nous permet de répondre de manière relativement appropriée à telle ou telle forme de délinquance. Mais je crois aussi, comme Olivier le dit, d'expérience, je crois qu'il faut garder la prison pour les faits graves, mais que pour des faits mineurs ou moyens, la prison n'est pas forcément, et même d'expérience, n'est pas le bon moyen. Il y a deux grandes écoles sur la prédétermination actuellement. Oui. Mais l'école qui nie la prédétermination est beaucoup plus importante que celle qui la met en avant. Moi, je crois que c'est beaucoup plus les conditions de vie, l'évolution familiale, sociale, culturelle, etc., professionnelle, qui conduit à la délinquance. Je vais simplement vous demander quelles sont les réponses spécifiques que le système judiciaire français apporte à la délinquance des mineurs, qui est un sujet aussi qui est débattu, notamment dans la presse. J'aimerais avoir des éléments de réponse plus précis. La réponse spécifique. La première réponse, c'est qu'il y a un juge des mineurs. Oui, voilà, donc il y a un juge particulier pour les mineurs, je vous le dis, parce que c'est en effet assez contesté en ce moment. Pas forcément pour tous les mineurs, mais on veut abaisser le plus possible l'âge où l'on va dépendre, entre guillemets, d'un magistrat des mineurs, d'un juge des enfants. Il n'y a pas de réponse originale, on est allé en prendre ici ou là, encore une fois on en a pris au Canada. La réponse par exemple qui se rapproche d'ailleurs de la réponse de médiation, la réponse de réparation pour le mineur est une réponse originale. On a copié le Canada. La réparation, c'est quoi? C'est de faire réfléchir et éventuellement travailler, entre guillemets, le mineur sur son acte, sur les conséquences de son acte, afin de prévenir une réitération. Ça, c'est une réponse originale. Mais ce qui est original en France, il y a quelques autres pays, mais pas tous, c'est d'avoir une justice des mineurs et, je le dis, c'est une banalité, mais je le dis fortement, la primauté de l'éducatif sur le répressif. Ça, c'est la grande force du droit pénal des mineurs français. Ça marche ou ça marche pas, mais c'est une force. En France, ont été créés, il y a quelques années, peu de temps, 4 ou 5 ans, 7 établissements pour mineurs, où on incarcère des mineurs, où il y a la primauté de l'éducatif en même temps que la répression, puisqu'ils sont incarcérés, il y a un turnover très, très grand. Et il n'y a pas encore eu de bilan véritablement encore d'effectué, qualitatif, de cet emprisonnement dans les établissements pour mineurs, qui coûte très cher aux contribuables français, évidemment. On incarcère une 50aine de mineurs, ça a coûté très cher de les créer. Bon, mais qualitativement, on n'a pas encore de recul suffisant pour voir si c'est intéressant. Est-ce qu'on assiste à une augmentation de la délinquance des mineurs? Est-ce qu'il y a vraiment une augmentation? Légèrement, mais pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une légère augmentation sur les actes d'appropriation et plutôt une baisse sur les actes de violence. Et je vous dis, sur les 230 000 mises en cause dans les affaires de violence, 48 000 concernent des mineurs. Ceci dit, il y a des mineurs à Bordeaux qui ont écumé pendant un an le tram de Bordeaux sur la ligne qui allait de la cité de Senon au centre de Bordeaux. Il a fallu un an pour démanteler une bande de jeunes de 14 ans. C'est impressionnant. Puis on a des mineurs maintenant
qui ont des gabarits et qui commettent des infractions très graves. Hein. Ce n'est plus des mineurs. Hein. Bien, ce qui est extraordinaire aussi, il y a la violence en milieu scolaire, c'est que vous avez des mineurs. Je me souviens à Toulouse, un prof dans un collège demande à une élève de ne pas se servir de son portable. La fille sort furieuse et téléphone à ses parents qui rappliquent et qui gifle le prof dans la cour de classe. Enfin, on est dans un monde qui a perdu des repères quand même. C'est quand même fou. Alors c'est vrai qu'au départ de tout ça, il y a des conditions sociales, il y a un problème éducatif quand même, quel que soit le milieu social, il y a un problème éducatif et de perte de repères et de banalisation des choses, on ne se rend plus compte. C'est normal, la fille se fait attraper, elle téléphone à ses parents, qui rappliquent et on vient tabasser le prof. Non, c'est pas tous les jours comme ça, mais quand même, il y a des violences scolaires importantes quand même aujourd'hui. Voilà. Juste peut-être une question qui permettra de conclure avant de vous remercier d'être venu jusqu'à nous pour travailler avec l'ambassade et avoir profité de cette occasion pour nous faire cette présentation ce soir à l'Institut. Vous nous avez beaucoup parlé des victimes, des dispositifs, etc., qui existent dans le système judiciaire français. Et vous-même, comment vivez-vous une vie aussi intense sur le plan professionnel? Ensuite, comment vous le vivez au quotidien avec vos familles? Est-ce qu'il y a aussi un dispositif pour vous accompagner et faire en sorte que tout se passe bien également pour vous? Alors nous, on a la chance maintenant d'être un peu retiré des affaires depuis peu de temps. Et je vous assure que c'est un grand soulagement parce qu'on a une vie professionnelle de stress, de difficultés. Quand même, en pleine nuit, on est réveillé, notamment nos jeunes magistrats du parquet. En pleine nuit, il faut se déplacer, aller sur les lieux. Et notamment pour les jeunes dans les parquets des mineurs, de voir des choses épouvantables, je peux vous le dire, les jeunes femmes. Ça dépasse l'entendement. Et la réalité dépasse vraiment la fiction dans ce domaine-là. Alors on se blinde un petit peu, mais je pense qu'inconsciemment, le fait d'avoir vu beaucoup de choses, à la fois nous donne du recul, on a des choses, mais on doit marquer inconsciemment. Mais c'est vrai que c'est une vie qui est notamment au parquet, stressante, dure, stressante, mais passionnante. Alors donc, vous nous donnez l'occasion d'une très belle conclusion. Oui, j'ai perdu mes lunettes, donc je ne vais pas la lire. Je vais laisser Patrice la lire. Surtout que c'est moi qui lui avais donné. C'est une phrase d'Henri Nallet. Non, mais je la connais. C'est une phrase d'Henri Nallet dans son bouquin Tempête sur la justice. J'ai relu en Bretagne, à Lancieux notamment cet été, en préparant la conférence, j'ai relu un bouquin d'Henri Nallet qui a été garde des Sceaux, Tempête sur la justice, qu'il a écrit en 92. Qui était très belle, parce qu'il a fait beaucoup de recul sur la justice, Henri Nallet, ça avait marqué quand même son séjour comme garde des Sceaux. Et voilà, c'est presque la réponse à votre question. Cette plongée quotidienne dans le malheur, dans la violence, me conduisit souvent, dit-il, à m'interroger sur le métier des magistrats qui affrontent des années durant cette horreur ordinaire. Quelle force d'âme faut-il être capable de mobiliser pour ne pas réduire l'homme à ses faiblesses? On ne réduit jamais l'homme à ses faiblesses complètement. Heureusement. Bon, merci d'être venu écouter un sujet peut-être un peu ardu parfois. Merci. On ne va pas trop ennuyer.